Teddy Riner, un des plus grands champions français, peut-être le plus grand champion français, l'avenir le dira. C'est juste 10 titres de champion du monde, 2 titres de champion olympique de judo. C'est 9 ans d'invisibilité sur les tatamis mondiaux, 9 ans. 144 combats sans connaître la défaite. C'est donc vraiment quelque chose d'absolument incroyable, à seulement 30 ans. On pourra peut-être lui souhaiter un bon anniversaire. Il a eu 30 ans il y a 2 jours. Donc vous allez faire ça correctement. Voilà pour le CV sportif. Après, sur les mensurations, je me sens très gaillard à côté de lui. 2,02 m, 140 ou un peu plus en ce moment. 2,12 m d'envergure. Je vous remercie d'accueillir, comme il se doit, Teddy Riner. C'est bien vu jusqu'en haut. Et donc, qu'est-ce qu'on avait dit, Teddy Riner, il y a 2 jours, il a eu combien, 30 ans? Bien. Avant d'entamer ce petit échange avec Teddy, Patrick Lévy, président de l'université, va dire quelques mots pour l'accueillir. Merci Teddy. Bon, écoutez, ça va être très rapide parce qu'en fait, Pierre a tout dit. On est extrêmement heureux d'avoir Teddy avec nous aujourd'hui. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de choses à nous dire, évidemment, sur son parcours, sur le judo, mais sur la vie en général, sur finalement ses engagements. Et vous verrez qu'il a des choses à nous apprendre sur ce que le sport peut faire pour nous et ce que nous, on peut faire pour la société. Et vous verrez que son rôle est très important. Donc, merci encore d'être venu et bienvenue à Grenoble, à Teddy Riner. Alors, Teddy, donc un immense merci évidemment d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes, on avait dit qu'on se tutoierait, hein, donc tu es aujourd'hui l'ambassadeur du Crédit Agricole. Alors pourquoi avoir, autour du thème du sport école de la vie, alors pourquoi avoir accepté cette demande? Tu es très sollicité, tu as forcément beaucoup de demandes de partenariat. Pourquoi être entré dans cette mission avec le Crédit Agricole sur ce thème de sport école de la vie? Tout d'abord parce que le Crédit Agricole, c'est une boîte que j'aime beaucoup et qui respecte énormément les valeurs du sport. Et lorsqu'ils m'ont demandé d'incarner comme un peu le grand frère de cette belle opération, j'ai dit oui parce que le sport, voilà, ça a toujours été ma vie, ma passion. Ça m'a appris énormément de choses. Les valeurs du sport, moi, ça a été déjà le judo, le code moral, apprendre à vivre en communauté. Lorsque je suis arrivé à l'INSEP, c'est comme vous un petit peu sur ce campus universitaire, il y a pas mal de personnes et voilà, moi j'avais envie d'être champion. Mais être champion, c'est pas tout seul. Il faut apprendre à vivre avec un partenaire de chambre. Il faut le respecter. Il faut apprendre à être rigoureux aux heures d'entraînement. Il faut apprendre à respecter son prochain. Et ça, j'ai appris à le faire grâce au sport. Après, le sport m'a appris énormément de choses. Le courage, déjà dans mon sport, de respecter les temps donnés par mes entraîneurs. Lorsqu'ils me disent, tu vas monter cette côte avec ce chrono-là, il faut le faire. Et ça, le courage, ça me sert aussi dans la vie de tous les jours parce que tout ce que je subis, tout ce que je fais dans mon sport, ça me permet aussi d'affronter la vie de tous les jours. Aujourd'hui, moi, lorsqu'on me dit, ouais, et c'est sérieux ce que je vous dis, si demain je vous dis que je vais être président de la République, je suis capable de me présenter. Parce que pour moi, il n'y a pas de barrière. Tout est possible. Vous voulez voter pour lui? Donc voilà, c'est juste pour vous dire, le sport m'a appris beaucoup de choses, à repousser mes limites, à croire en moi, à avoir confiance en moi. Le judo, on voit, c'est un sport de combat, c'est vrai, mais il y a aussi une valeur très importante dans ce sport, c'est le contrôle de soi. C'est pas parce que quelqu'un va m'embêter ou quelqu'un va me contredire sur un point que je vais utiliser mes muscles ou bien ce que je sais faire dans le judo pour lui casser la figure. Non.
Ça, c'est une valeur importante dans notre sport. On verra ces différentes valeurs pendant cet entretien. Tu parlais de ton quotidien. Alors, en ce moment, comment ça va? Si j'ai bien suivi l'actualité, tu as repris l'entraînement depuis janvier. Comment ça se passe? Comment se rythme ton quotidien aujourd'hui? Comment ça fonctionne? Alors, j'ai repris le chemin de l'entraînement intensif pour préparer les Jeux Olympiques de Tokyo. Après mon 10e titre fin 2017, j'avais décidé de prendre un an de récup pour pouvoir récupérer, j'ai envie de dire, de toutes ces années intensif et on va dire, depuis mes 14 ans, j'ai fait qu'enchaîner. Enchaîner le sport, enchaîner les voyages à l'étranger, enchaîner les compétitions. Et à un certain moment, lorsqu'on fait le bilan de tout ça, on se dit qu'est-ce que je fais? Voilà, moi je suis déjà double champion olympique, j'ai déjà 10 titres de champion du monde. Il fallait que je récupère mentalement de tout ça, il fallait que je prenne du temps pour moi, pour récupérer, pour pouvoir aussi m'occuper de ma petite famille, parce que c'est vrai que lorsqu'on a un enfant qui a aujourd'hui 5 ans et une petite fille de 6 mois, on a envie de s'en occuper. Mais il y a une chose qui s'est posée dans ma tête et qui m'a fait cogiter longuement, c'était d'être encore une 3e fois champion olympique. C'est pour ça que j'ai repris les chemins de l'entraînement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en avril, je m'entraîne comme un malade pour pouvoir récupérer mon meilleur niveau. Parce que moi, je ne conçois pas la vie de sportif de haut niveau pour juste venir aux Jeux olympiques et faire coucou. J'ai envie de gagner cette 3e médaille d'or olympique. J'ai envie d'être le plus médaillé de mon sport sur tous les points. Parce qu'aujourd'hui, je suis le plus médaillé, mais il y a quand même un Japonais qui est moins médaillé que moi, mais qui est plus médaillé en titre olympique. Donc, voilà. J'ai envie d'être le meilleur dans toutes les catégories. On va pas se laisser supplanter par un Japonais, On est d'accord. y compris en judo. Je suis bien d'accord. Pas déconner. Est-ce que, alors, un an d'arrêt, pour ceux qui ont fait un peu de sport de haut niveau, ils savent que c'est long et que le corps se déshabitue extrêmement rapidement. Comment s'est passée cette reprise? Est-ce que tu avais tout arrêté ou est-ce que tu t'entretenais quand même un minimum et comment s'est passée la reprise? Pendant, on va dire, c'est un an, de temps en temps, je revenais en stage avec l'équipe de France. Pendant ces un an, j'avais un entraîneur collé à mes baskets qui me faisait au moins une séance par jour. Donc non, j'étais pas totalement déconnecté. J'aime bien les périodes de repos, moi. C'est qu'une fois par jour. Oui, non, mais... Non, parce que je voulais quand même garder, on va dire, un niveau minimal pour pouvoir être performant lorsque je redémarrais. D'accord. Et aujourd'hui, le quotidien de Teddy Riner en termes d'entraînement, c'est... Actuellement, les entraînements, c'est 2 entraînements par jour en moyenne, où le matin, par exemple, ça va être judo, où il y a de la confrontation avec les adversaires. L'après-midi, c'est de la préparation physique. Et voilà, ça c'est, on va dire, du lundi au vendredi. Et quand les entraîneurs sont en forme, parfois le samedi. Ah oui. Voilà. Et dimanche, repos. C'est quand ils sont contents de ce que tu as fait avant ou quand ils sont mécontents de ce que tu as fait avant? Quand ils veulent pas me lâcher, allez, on s'entraîne encore. Ah ouais, on rajoute une petite couche. Ouais. C'est un peu comme une année repos, quoi. C'est pareil. La pratique, tu as parlé un petit peu des valeurs du sport, alors le sport en général, le judo en particulier. Comment est-ce que tu penses qu'ils ont façonné l'homme que tu es aujourd'hui? De quelle manière ta pratique judo et ton sport t'a conditionné, a fait l'homme que tu es aujourd'hui? Je dirais même, mon sport a fait ce que je suis aujourd'hui, mais le sport aussi, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on est à l'INSEP, on rencontre pas mal de personnes de divers endroits de la France, et qui chacun a son sport, chacun a sa spécialité. Et à force d'échanger avec eux, voilà, on apprend, on échange, on apprend à connaître son voisin de palier, son voisin de chambre. On est curieux, on pose des questions, on apprend à connaître le sport de chacun. À chaque fois qu'il y a un voyage, ça m'a ouvert ma vision de voir du pays, de voir des nouvelles cultures. C'est pour ça, moi, à chaque fois, je dis aux jeunes, voyagez. Voyager, il n'y a pas que la France, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à apprendre des autres. Moi, je suis un globe-trotteur, même quand je suis en vacances, je ne peux pas rester à Paris. Je suis obligé de voyager, je ne peux pas rester chez moi, j'adore ça. Il y a tellement de choses à voir sur ce monde et si peu de temps. Donc, moi, je vous le dis, n'ayez pas peur de voyager, allez-y. Qu'est-ce qu'il a fait? Le sport m'a conçu, ça fait partie de moi.
toutes les valeurs que le sport m'a apportées, ça m'a permis à chaque fois, même si c'est infime, je les ai utilisées dans la vie de tous les jours. Ça fait partie de moi et c'est ce que j'essaie d'enseigner à mes enfants. Moi, mon fils, c'est pas parce que aujourd'hui tout va bien que je veux pas lui donner une éducation difficile. Je veux qu'il comprenne et je veux qu'il réussisse par ses propres moyens. Tu es par ton palmarès un des plus grands champions de l'histoire du sport français, peut-être le plus grand, on verra. Est-ce que, tu l'espères, nous aussi, est-ce que tu as eu toi, des modèles, des sportifs français qui t'ont inspiré, des gens que tu as rencontrés quand tu étais jeune athlète, qui t'ont inspiré, Moi, j'ai eu la chance d'être dans le club de David Douillet. Mon premier club, ça a été le Paris Saint-Germain, le PSG. Dedans, il y avait Frédéric de Montfaucon, Cyril Soyer, Thierry Ray. Ouais. Et de les voir au quotidien, les mercredis, les samedis, c'est vrai que ça donne envie de réussir. Ça donne envie de réussir. Maintenant, moi, j'ai pas eu de modèle. J'ai été fan de la réussite sportive de tous les sportifs, en fait. De voir l'émotion dans leur visage. Moi, ce que j'adore faire lorsque je vais dans une compétition, autre que mon sport, c'est regarder l'émotion du public. Je trouve que c'est juste incroyable de voir ce que ça peut procurer chez l'être humain. Et si j'avais un héros que j'aime particulièrement, c'est Ronaldinho. Pour moi, il est incroyable. Et quand j'étais ado, je m'en suis servi parce que je trouve qu'on se ressemble, pas sur le plan footballistique, mais ni physique, je crois. Ni physique, mais moi, je trouvais qu'il y avait plein de choses qui faisaient comme moi. J'aime beaucoup sa façon d'être, toujours le sourire, toujours cette joie de vivre, faire les choses positivement. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, je me suis beaucoup inspiré de lui. Ouais. Après, bien sûr, les Michael Jordan, les Cristiano Ronaldo, les Rafael Nadal, voilà, c'est des gens qu'on admire parce que dans leur sport, dans leur façon de faire les choses, on aime beaucoup. Tu ne te trompes pas beaucoup pour tes modèles. Tu as un palmarès énorme, tu as une cote de popularité incroyable, tu fais partie des personnalités préférées des Français. C'est une fierté pour toi Est-ce que tu te réveilles le matin ou la nuit en disant wow, je me regarde dans la glace et je me dis non. Non, par contre, c'est vrai que ça aide à se dépasser. C'est une sorte de médaille symbolique qui vous dit que voilà, continue à faire ce que tu le fais parce que ça plaît et parce que tu le fais bien. Après, moi, je me force vraiment en rien. Je me souviens de ma première télé où j'étais invité sur comment ça s'appelle, On n'est pas couché, de Ruquier. Et j'avais le stress, j'avais à peine 18 ans. Et ma mère m'a dit une chose, elle m'a dit sois toi, les gens t'aimeront pour ce que t'es. Si tu commences à faire le comédien, ils le verront très vite. Donc du coup, je suis toujours resté moi-même et puis voilà, ça marche bien et je suis content. Après, il faut toujours, et je l'ai toujours dit, je le dis à mes amis qui sont dans le football ou dans d'autres sports, un jour ça va s'arrêter, il faut juste être préparé, c'est tout. Alors, parmi tes admirateurs, il y a beaucoup d'enfants, donc ton rôle d'ambassadeur pour le Crédit Agricole, on va revenir dessus et sur les valeurs qui s'y rattachent, mais tu as aussi d'autres actions en direction des enfants, alors j'en ai retenu au moins 2. Tu es ambassadeur de l'UNICEF depuis le 2017, tu peux nous dire quelques mots sur ta mission, ton rôle pour l'UNICEF ? Alors c'est simple, je suis avec eux à leur côté lorsqu'on va sur un pays, que ce soit en Europe, là par exemple dans en juin. En juin, on part en Turquie, voir les camps de réfugiés, les aider un petit peu. Dedans, il y en a beaucoup qui font du judo, donc on va faire une petite animation judo pour leur redonner le sourire. La dernière fois, j'étais au Togo. On ouvre des écoles, on creuse des puits. Et puis, lorsque c'est pas ça, on leur donne des vifs, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays ou de villages qui ont du mal à se nourrir, que des enfants parfois meurent de faim. Donc du coup, on est là pour les aider et je le fais vraiment avec du cœur parce que ça me plaît, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai des neveux et que je ne conçois pas que des enfants souffrent dans le monde. Et ça a été aussi tardif, tout simplement parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de choses et que je ne voulais pas montrer ce que je faisais. Simplement, aujourd'hui, pour pouvoir financer tout ça, si on ne montre pas, on ne peut pas faire bouger beaucoup de choses. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai décidé d'être ambassadeur de l'UNICEF et de le montrer. Voilà. Bravo.
Tu es également parrain d'une association là, depuis 2012, qui s'appelle Imagine, qui soutient, qui accompagne une structure, une association qui travaille sur les maladies génétiques des enfants. Oui, l'Institut, c'est l'Institut. C'est un institut. C'est l'Institut Imagine, et là, c'est toutes les maladies génétiques chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. Donc du coup, voilà, si on veut faire avancer la recherche, il faut financer, il faut trouver des moyens. Alors moi, mon côté, c'est pas trop de chercher à financer, c'est plus donner le sourire à ces enfants. Donc très souvent, je passe leur faire des tours de magie, leur donner des cadeaux, les faire sourire. Magicien parce que... en plus. Magicien sur les tatamis petit et peu. magicien en dehors. Un petit peu. Et c'est vrai que lorsque, voilà, il faut le savoir, vous êtes là, vous avez la santé, vous êtes nickel. Il y a des enfants qui étaient comme vous et du jour au lendemain, voilà, ils se retrouvent avec cette maladie génétique qui est dans leur corps, et il faut apprendre à la gérer, il faut apprendre à la guérir, et c'est très difficile parfois de leur redonner le sourire. Donc du coup, moi je suis là pour ça, pour les aider un petit peu de ce côté-là. Les enfants sont très présents dans tes propos, ton action dans leur direction. Tu penses pouvoir être quelque part inspirant pour eux, être un modèle un peu pour eux Non, même pas. Je veux juste donner un petit peu de temps pour qu'ils aient le sourire, pour qu'ils pensent à autre chose que la maladie. Et puis on le sait, un enfant qui sourit, un enfant qui est joyeux, il guérit beaucoup mieux. Donc voilà, c'est plus simple pour tout le monde. Oui, mais en même temps, tu consacres ton temps, ton énergie pour aussi récolter de l'argent, pour leur permettre Bien à la sûr, recherche, payer la par exemple, recherche, l'UNICEF, tout à fait, etc. parce que ça coûte extrêmement cher, il faut le savoir. Les enfants, on dit qu'ils ont souvent moins de filtres dans leur manière de poser des questions. Tu as souvent croisé des enfants, tu as des anecdotes éventuellement, une anecdote à partager? Bon, ça dépend de là où on est. Mais bon, les enfants, c'est combien tu gagnes, t'as combien de voitures, c'est ton vrai nom, Teddy Riner? Il y a plein de petites questions comme ça. Charmant. Teddy, t'insistes dans le film que l'on vient de voir là, sur le code moral du judo, amitié, sincérité, modestie, sur des valeurs au judo qu'on apprend a priori très vite dès les premières leçons de judo. Pourquoi c'est important, et est-ce que tu penses que les valeurs du judo sont différentes de celles d'autres sports? Comment tu positionnes les choses? Je pense pas qu'elles soient différentes d'autres sports. Simplement, nous, c'est très cadré à partir de ce code moral. Codifié. Et on doit le respecter même dans la vie de tous les jours. Après, je trouve que le code moral du judo, normalement, se rapproche de l'éducation que chacun d'entre nous a reçue de nos parents. Voilà. Maintenant, dans le judo, on le sait, c'est un art martial très particulier avec ce spirit du Japon. Et c'est vrai que, voilà, moi, ça m'a botté très jeune. Et quand je vous parle, voilà, ça fait partie de moi. C'est comme ça. C'est ancré, c'est écrit. Est-ce que tu penses que le judo, par moment, peut éventuellement suppléer quelques carences dans l'éducation familiale chez certains, ou éventuellement chez des gamins en difficulté? Je dirais même pas chez les gamins en difficulté, je dirais le sport, d'une manière générale, a ce rôle de réinsertion, de projet social aussi. Et ça, je le dis tous les jours. Un enfant qui fait du sport, il se sentira beaucoup mieux, parce qu'il va apprendre à partir de règles, un sport. Pour moi, tout sport est cadré. Il y a un coach, un entraîneur qui te donne toutes les armes pour pouvoir évoluer dans ce sport. Juste le fait d'écouter ton entraîneur, de respecter tes coéquipiers, te surpasser, de faire un effort, c'est quelque chose que tu ne fais pas tous les jours. Ça te fait du bien. Moi, parfois, j'ai des nœuds dans la tête. Je vais courir. Je trouve la solution. Je ne sais pas si vous le faites, mais de temps en temps, quand il y a quelque chose de difficile, il faut arrêter de penser. Il faut juste faire une activité physique, partir courir, faites une marche. Quand je reviens, en général, 30 minutes après, ça va beaucoup mieux. Et le sport, c'est vrai que ça a ces qualités-là. C'est que ça aide dans la vie de tous les jours. Chacun à sa façon. Il y en a, c'est pour le poids. Il y en a, c'est pour être tranquille dans la tête. Voilà. Comme je le dis tous les jours, le sport, ça a beaucoup, beaucoup de valeur, beaucoup d'effets sur le corps humain. Tu as évoqué différents respects, entre guillemets, le respect du code, respect de l'entraîneur, respect de l'adversaire, etc. Est-ce que tu as une hiérarchie? Est-ce que le premier des respects, ça serait quoi pour toi? Ne pas saluer son adversaire. Comme je le disais dans la vidéo, c'est quand on va s'affronter, sport de combat, ça ne veut pas dire je vais lui casser la figure et je ne le respecte pas. Je vais tout faire pour le battre, mais je respecte mon adversaire.
Et la plus belle et le geste le plus fort dans notre sport pour respecter son adversaire, c'est de le saluer. Et à la fin, tu le resalues, tu lui serres la main. Et même si tu as gagné, c'est la loi du sport. Il y a un gagnant, il y a un perdant et tout va bien. Tu me disais à table, on évoquait judo, rugby, et tu disais, justement par rapport à ce que tu viens de dire sur l'adversaire, ce qui te paraissait intéressant, entre autres, dans le rugby, c'était le respect de l'adversaire, et le fait que vous pouvez sur le terrain s'empoigner un peu sèchement, et puis à la sortie se retrouver pour boire un coup, c'était un parallèle qui t'intéressait? Exactement, le rugby est connu pour ça. Je trouve ce sport déjà très beau, et lorsqu'on regarde les matchs à la télé, c'est vrai que parfois on voit des sacrés impacts. Il y a parfois des petites confrontations, mais voilà, la minute, la seconde d'après, tout va bien. Les mecs se tapent dans la main, ils se serrent la main, ils se respectent, et c'est pas pour autant que ça va se finir après la mi-temps à coup de poing, quoi. Donc vraiment, ça c'est un sport, je trouve. Et d'ailleurs, c'est un sport qui se rapproche énormément du nôtre. Il y a beaucoup de judokas qui font du rugby, évite de faire ça. Pas de dynamique. Très bien. Tu as pratiqué de nombreux sports, donc on vient d'évoquer le rugby, mais tu as pratiqué natation, football. Pourquoi avoir finalement opté pour le judo? C'était une évidence ou qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, il dit entre tous là, je sais pas pourquoi je te vois pas très bien en natation, mais j'ai peut-être tort, hein. Peut-être que tu flottes très bien. Je crois qu'à l'époque, quand je faisais de la natation, je flottais pas mal. Aujourd'hui, quand on me met dans une piscine, on me retrouve au fond. Ah, tu cours au fond, oui. Je suis un boulet, ouais. Mais ça, on m'a dit que c'était le judo qui faisait ça. Donc voilà. J'ai fait, une dizaine de sports. J'ai fait de l'escalade, mais je restais en bas. J'ai fait du squash, la balle explosée. J'ai fait du tennis, on m'a retiré la raquette. J'ai fait du modern jazz. Attention. J'ai fait de la natation, j'ai fait du golf, mais les balles ne rentraient pas dans le trou. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai essayé le karaté, j'ai pas trop aimé. Et puis finalement, j'ai fait du foot, du basket et du judo. Et le judo, c'est quelque chose que j'ai pas aimé. Je suis tombé amoureux du judo. Ah, oui, c'est pas pareil. Et je crois que j'ai pas fait un mauvais choix, puisque quand je regarde en arrière, c'était pas trop mal marché. Ouais, c'était plutôt un bon choix. Oui, je vous en prie, je vous en prie. Alors, tu parlais de respect. Par rapport à ton immense palmarès, 144 victoires, etc., ta popularité, ton nom, en 24 heures, l'Amphi a été pris d'assaut, ta médiatisation, est-ce que ça t'oblige à être encore plus respectueux, d'être encore plus dans le respect de toutes ces règles, du regard des autres, etc. Est-ce que tu dois être irréprochable au quotidien? Et à la limite, des fois, est-ce que c'est pas pesant? Alors, moi, je pars du principe, quand on est au devant de la scène, qu'on doit faire attention à certaines choses, c'est vrai. Mais il faut pas oublier une chose, il faut garder son authenticité. Moi, mon authenticité, je la garderai parce que c'est comme ça que je suis. Par exemple, lorsque j'ai pas envie de sortir de la maison, quand j'ai pas envie de répondre à des sollicitations, c'est-à-dire des photos, des autographes, je pars du principe que tu dois rester chez toi. Les gens à l'extérieur ne doivent pas ressentir que tu es fatigué. Quand tu sors dans la rue, tu dois être irréprochable. C'est-à-dire, quelqu'un vient te demander une photo, tu dis oui. Quand quelqu'un te demande un autographe, tu dis oui. Parce qu'à un certain moment, lorsque tu es au devant de la scène, tu leur appartiens. Moi, je comprends pas les gens qui deviennent fous dans la rue. T'es pas capable d'assurer ta notoriété, reste chez toi. C'est tout. Après, derrière, quand on me demande de prendre position sur de la politique, je dis non. C'est respecter, c'est vous respecter. Parce qu'on vous influence. Et moi, je ne veux pas influencer. C'est pour ça que vous n'entendrez jamais si je suis de droite ou de gauche. Non, c'est mon point personnel à moi. C'est ma vie privée. Chacun doit être capable de faire ses choix. Tu as dit tout à l'heure, éventuellement, tu serais président de la République. Oui, mais j'ai pas encore fait mon parti. C'est juste, c'est juste. Et alors inversement, dans la rue quand même, malgré tout, avec ta notoriété, est-ce que c'est difficile de ne pas te reconnaître quand on te croise, passe difficilement inaperçu. Comment les gens se comportent avec toi, avec respect? Est-ce que quelque part, des fois, c'est pas quand même un peu pesant et un peu compliqué? Moi, franchement, tu fais l'effort d'eux, mais... J'ai de la chance. J'ai de la chance parce que les retours que j'ai avec les gens, les positifs, c'est toujours
un mot gentil, continue comme ça, une photo, oh, tiens, on peut faire une vidéo s'il te plaît. Ouais, c'est rien de compliqué. Après, bon, bah, parfois ça arrive, il y en a qui disent, on peut faire un petit combat. Je dis d'accord. Avant, tu signes là, et si on prévoit une ambulance, c'est les pompiers. Et en général, ça arrête tout de suite. Alors, dans le film, il y a cette séquence finale avec le petit Raphaël là, qui te fait sourire. En même temps, on peut comprendre sa question parce qu'à un moment, dans des circonstances, tu aurais pu être amené à utiliser ou tenter d'utiliser ta puissance dans la rue. Sa question n'est pas... Honnêtement, je crois que j'ai juste à monter le ton et c'est réglé. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne me suis toujours pas battu, moi. Ça ne m'a... Voilà. Je dis pas jamais parce qu'en général, ça porte malheur, mais je n'ai, pour l'instant, jamais eu à le faire. Ah, c'est cool, hein. On va sortir ensemble, ça va être plus simple. Je crois que le gabarit Le suffit. gabarit joue un petit peu. Ouais. C'est bizarre. Et sur un tatami, est-ce qu'il est arrivé de t'énerver, de perdre le contrôle de toi-même Pas m'énerver, mais pas me perdre le contrôle de soi, mais m'énerver, bien sûr. Il y a des fois, à l'entraînement, il y a des mouvements qui passent pas, ou il y a des adversaires qui vous empêchent de faire du judo, et ça me rend fou, parce que moi, je suis dans la productivité. J'accepte de tomber, mais voilà, faut que ce soit bien fait, il n'y a pas de souci. Mais quand tu tombes sur des combattants qui sont là que pour t'empêcher de faire ton judo, c'est frustrant. Et oui, parfois ça m'énerve. Même j'hausse le ton. Je leur dis, mais toi, tu devrais arrêter le judo, tu sers à quoi? Hein, tu fais pas tomber. Ça fait partie du sport, c'est des entraînements. Tu es arrivé de perdre le contrôle de toi-même par rapport à ça Non. Je perds le contrôle de moi-même. Même quand tu étais jeune judoka? Non, justement, quand j'étais jeune, j'avais pas besoin. Non. Perdre le contrôle, non. Par contre, lorsqu'un adversaire à l'entraînement ou en compétition m'énerve, il faut savoir se servir de ça pour transformer l'essai, comme on dirait dans votre sport. Moi, quand il y en a un qui m'énerve, je me dis, ok, d'accord, bah lui, quand je vais réussir à le décoller, je vais l'encraster dans le sol. C'est aussi simple que ça. Au lieu que ce soit un hippon, c'est un tripon. Joli. Et est-ce que le risque, c'est pas je m'énerve par rapport à mon adversaire et du coup j'en perds ma lucidité pour finir par bien le combattre? C'est pour ça que je dis il faut savoir transformer l'essai, se servir de cette frustration pour se dire voilà, tu ne veux pas combattre, tu veux m'empêcher, et ben je vais quand même y arriver. Mais ça c'est avec l'expérience. Parce que forcément, avant d'arriver à réfléchir comme ça, on s'est fait quelques frayeurs. Forcément, lorsqu'un adversaire vous énerve, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il cherche à faire. Et parfois, on passe à côté. Mais ça, c'est à l'entraînement. Ça m'a permis aussi d'arriver à ce stade de transformer cet énervement en une chose positive pour le battre. Alors, en préparant cet entretien avec vous, avec toi, une question qui m'amusait, c'était de dire, il paraît que tu es très mauvais joueur et que tu n'aimes pas perdre. Mauvais perdant. Mauvais perdant. Alors, on a été évoqué la question, même à l'entraînement. Le problème, c'est que perdre, tu ne sais pas faire. Ça fait 144 combats que tu ne perds pas. Donc, apprendre à perdre, c'est compliqué pour toi quand même. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et en fait, je ne comprenais pas ma femme et mes amis qui me disaient, mais t'es un mauvais perdant, toi. Je disais, non, je ne suis pas un mauvais perdant. Tu perds jamais. Non, c'est pas ça, c'est sur le judo, ok, d'accord. Mais dans la vie de toujours, je suis mauvais perdant. Et en fait, un jour, j'étais là avec ma psychologue et je disais, pourquoi ils disent que je suis mauvais perdant? Elle me dit, bon, écoute, en fait, tu comprends pas ce mot. Je vais te le tourner d'une certaine manière. Tu aimes perdre, toi? Non. Quand tu joues à un jeu, il faut accepter de gagner ou de perdre. Oui. Voilà, tu es un mauvais joueur. Parce que tu n'acceptes pas les règles. D'accord. J'ai dit, ok, bah, très bien, je suis un mauvais perdant. Voilà. Donc aujourd'hui, je le dis haut et fort, je suis mauvais joueur et mauvais perdant. Quel que soit le jeu, jeu de cartes, jeu de boules. Quel que soit le jeu. Ouais. Est-ce que tu te souviens par rapport justement à cette mauvais perdant, c'est ta dernière défaite en judo? Je ne veux pas être désagréable. 2010. 2010. En finale du championnat du monde de judo. Ouais. Face à un japonais, à Tokyo. Ouais. Ouais, ça t'énerve un peu. Il y a un tatami ici. Sois gentil avec moi. Non, c'est trop dur. Ouais.
C'était ma dernière défaite, mais avec aujourd'hui beaucoup de recul, je me dis c'était un mal pour un bien. Ça m'a permis juste derrière d'être 10 fois champion du monde et d'avoir 2 titres olympiques. Et puis ça a permis aussi de changer pas mal de règlements dans le judo. Aujourd'hui, c'est pour ça aujourd'hui que vous voyez plus qu'un seul arbitre et plus 3 arbitres. Pour pas que les arbitres entre eux soient influencés. Parce qu'en plus, le pire sur cette finale, c'est que quelques mois après, on m'a dit tu t'es fait voler. Sinon, aujourd'hui, je serais 11 fois champion du monde. Mais non, en fin de compte, je ne serais peut-être pas 11 fois champion du monde. Je serais peut-être que 3 fois champion du monde avec cette médaille. Alors oui, ça fait partie de la vie d'un sportif de haut niveau. Parfois, les défaites font du bien et parfois, elles vous permettent aussi d'être encore plus fort. Symboliquement, aller chercher un 3e titre olympique à Tokyo, ça serait une petite revanche. Enfin, tu traînes pas avec ça tout le temps, mais quelque part symboliquement, ça pourrait être sympa. Symboliquement, ça peut être super sympa. Ça peut être super sympa d'aller gagner un 3e titre au Japon. Parce que voilà, c'est là que tout a commencé pour mon sport, pour l'histoire de mon sport. Comment vous dire que de battre... de toute façon, là, ça va être les Japonais, tout le pays contre moi. Hein. Est-ce que tu n'es pas un dieu pour eux? Est-ce qu'ils ne te respectent pas pour autant? Il y a énormément de respect. Ouais. Quand je vous dis il y a énormément de respect, quand j'atterris en général au Japon, les médias sont là et c'est eux qui font le convoi pour m'emmener à mon hôtel. Donc voilà, à partir de là, j'ai tout dit. Pour eux, c'est ça. La catégorie reine, c'est les lourds. C'est ma catégorie. Ça fait déjà depuis 4 ans qu'ils sont en train de tout faire pour se préparer. Et si un Japonais te battait en finale au Japon, il deviendrait le nouvel empereur du Japon. Bien sûr, mais si je suis en finale en général... Ouais. Il va prendre Tripon. Ouais. Excusez-moi, il fallait que je touche du bois. Voilà, merci, tu es chanceux. Donc voilà, ce que je disais, c'est que le Japon, c'est plus que symbolique. Et puis en plus, il y a ce double projet de devenir, grâce à cette 3e médaille d'or olympique, le plus titré. Parce qu'en plus, lui, il est que 3 fois champion olympique et 1 fois champion du monde. Ouais, non, c'est un micro-palmarès. Et le pire, c'est qu'il me dit, si tu gagnes, on est ex-aequo. Je lui dis non. Ma première médaille olympique, elle était de bronze. Ça fait 4 médailles. En fait, il veut te motiver pour aller jusqu'à Paris, c'est ça, logique? Je vais le mettre à la retraite. Tu évoquais la notion de peur, alors, sans me moquer du tout, j'oserais pas d'ailleurs. Teddy Riner, quand même, avait une certaine appréhension à arriver dans cet amphi plein avec 900 personnes. Lui, c'est là. C'est un mec de 250. On parlait d'un adversaire de 190 kg, 2m12, ça lui fait pas peur. Venir vous affrontez-vous, ça lui faisait peur, c'est quand même le respect. Vous avez contribué à le faire grandir, si je peux me permettre. Et alors, par rapport à la peur, est-ce que quelque part aujourd'hui, par rapport à sa succession de victoires, ton invisibilité, est-ce que un des problèmes, c'est pas cette absence de peur? C'est-à-dire que finalement, je peux avoir une confiance en moi très grande et du coup, j'ai moins peur de perdre. Je pense que je les domine physiquement, psychologiquement, et que du coup, ça me titille moins pour faire des efforts pour avancer. Non, justement, à chaque fois qu'il y a une compétition, à chaque fois qu'il y a une grosse échéance, je le sais très bien que je peux perdre ou gagner. Mais moi, j'essaie d'éliminer tous les facteurs, on va dire, de défaite à l'entraînement. Quand je suis à l'entraînement, que ce soit en préparation physique, en technique ou au judo, je me dépasse. J'essaie toujours d'être à fond pour pouvoir enlever tout ce qui pourrait être des nuisances pour moi le jour de la compétition, le jour J. Tout le stress, j'enlève à l'entraînement. Comme ça, quand j'arrive en compétition, vu que je me suis entraîné comme un malade, vu que j'ai fait ce qu'il fallait, et normalement, j'ai toutes les cartes pour aller gagner. Maintenant, à côté, il y a une autre façon aussi de travailler le stress et la compétition, c'est avec ma psychologue qui me suit depuis mes 14 ans. Et là, c'est aussi une autre façon de travailler le cerveau, le mental, pour pouvoir être performant le jour J, mais aussi être performant sur ma vie de tous les jours.
Et par rapport à l'entraînement, là, sur la notion de courage, parce que est-ce qu'à un moment le courage, c'est pas de se retourner à l'entraînement tous les jours, et ce depuis l'âge de 5 ans est-ce que là, il n'y a pas une forme de courage qui est vraiment... Le matin, lorsque j'ai mal partout et que je ne peux pas me lever, je prends mon courage à deux mains pour aller déjà à la douche, parce que ça réveille. Ça réveille, je peux vous dire, ça vous aide. Et ensuite, aller à l'entraînement et se remettre... autant d'heures, autant d'efforts, autant de comment dire, autant de... Mise en route, d'échauffement, de situation. Je sais pas comment dire. Se mettre dans le rouge. Ouais. De mise au rouge. Ouais, de pousser les limites. De se dépasser encore les de limites dépasser alors que la veille, l'entraînement. on a fait autant. Et ça, tous les jours, et le répéter jusqu'à à l'épreuve ultime. Donc, ouais, c'est aussi une façon de travailler son mental. De répéter à chaque fois avec autant d'intensité les heures et les heures d'entraînement. Mais voilà, c'est ça aussi la vie d'un sportif de niveau. Après, ça devient un quotidien et puis on sait pourquoi on le fait. Moi, je sais pourquoi je le fais. C'est que à Tokyo, j'ai envie de l'avoir, cette médaille d'or. Et c'est maintenant que ça commence. Parce que le jour J ou un mois avant, ça suffit pas. C'est maintenant que ça commence pour être de mieux en mieux et pour aller arracher cette médaille. Mes camarades, par rapport à ce que tu évoquais là sur l'entraînement, mes camarades responsables de judo à l'université, une grosse école de judo, il y a près de 800 combattants, sport de combat, judo sur l'université, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. On a deux questions par rapport à ton boulot. Sur la gestion de carrière, la longévité, est-ce que tu as modifié tes formes d'entraînement, enfin avec tes entraînements, pour éviter l'usure, justement, la répétition sans arrêt de faire les mêmes choses qui finissent par être lassantes totalement? Donc tu as beaucoup modifié, encore maintenant sur la reprise enfin, ouais. Chaque Olympiade a été différente et puis vu que j'ai commencé, j'avais 16-17 ans. Je suis arrivé à l'INSEP, j'avais 14 ans. 14 ans, je me confrontais à des adultes qui avaient parfois au minimum 10 ans de plus que moi et au maximum 15-20 ans. Donc forcément, il y a des choses qu'on met en place au fur et à mesure des années. D'où le pourquoi j'ai arrêté un an, parce qu'à un moment, voilà, l'enchaînement fait qu'il fallait souffler un bon coup. Aujourd'hui, j'ai rattaqué, mais même dans cette façon d'avoir rattaqué l'entraînement, on y a été progressivement. On a mis des nouvelles façons de s'entraîner, des nouvelles façons de s'échauffer, parce que moi, je déteste m'échauffer. Je commence direct les combats. Mais avec les années, c'est pas bon. Ouais, c'est aussi gérer sa longévité, parce que si je veux perdurer et si je veux aller jusqu'en 2024, à un moment, il y a des choses à faire, il y a des modifications à enregistrer, et ça se fait maintenant. Et alors, deuxième interrogation forte, et qui est juste, qui était par rapport à l'entraînement. Pour te trouver des adversaires à ta taille, ton poids, de niveau, pour te faire bosser, pour te faire progresser, etc., comment ils font pour trouver des partenaires? Parce qu'en France, des judokas de 2 mètres, 140 kilos, il ne doit pas y en avoir 12 000. Donc est-ce qu'on va les chercher à l'étranger pour trouver des droitiers, des gauchers, des grands, des petits? Parce que tu nous disais à table que parmi tes adversaires, tu en avais qui faisaient 2 mètres 10 et d'autres qui étaient beaucoup plus petits. Donc, bien sûr. Donc tu les trouves où? Comment l'équipe de France fait? C'est une question un petit peu tendancieuse actuellement, puisque en fait c'est compliqué là actuellement pour moi, puisque la plupart de mes adversaires ou mes sparring partners ont arrêté, parce que la KT est occupée. Donc au bout d'un moment, il y en a qui disent pourquoi je vais continuer, c'est complet, oui. Puisque je peux rien faire. Il y a Teddy. Donc du coup, qu'est-ce que non mais c'est vrai, je vous jure, c'est dur. Là, depuis que j'ai repris, j'ai combien d'adversaires à l'entraînement? J'en ai 2. C'est dur. Tu ma catégorie. Puis eux, ils en ont marre de prendre cela à courge tous les jours. Donc du coup... je me mets à leur place. Hein. Non mais oui, c'est vrai, il faut se mettre à leur place. Mais du coup, c'est compliqué pour préparer les jeux. Alors là, avec mes entraîneurs, on a appelé les autres fédérations. On a appelé la Russie, on a appelé l'Allemagne, on a appelé le Maroc, on a appelé le Brésil, on a appelé le Japon. Et ils acceptent de nous recevoir. Donc en fait, je vais aller chez eux m'entraîner. Voilà, si je veux progresser, si je veux garder un niveau assez important pour pouvoir aller chercher cette médaille d'or, j'ai pas le choix que de partir à l'étranger. Qui t'a dévoilé en partie tes techniques, ta façon de travailler, etc. J'ai pas le choix. Vous prenez ce risque. J'ai pas le choix parce que sinon je vais stagner et si j'ai pas de l'opposition en face, ça va être dur d'aller chercher une médaille.
Merci. Alors, j'ai encore plein de questions, hein, il me reste une page complète, mais on avait dit qu'on essaierait de garder un petit temps pour des questions dans la salle. Si vous pouvez allumer un tout petit peu plus la salle, qu'on arrive à les voir, peut-être baisser légèrement les projos, quand nous on voit quelque chose. La lumière fut. Que la lumière fut. Ah oui, super. Et puis, il doit y avoir 2 micros qui circulent dans la salle. Sandra, je te vois pas. Où sont les micro-trottoirs? Voilà. Là, quelqu'un qui vous souhaiterait poser des questions? À ma droite, là-bas, j'ai 2 questions. Je t'aime. On va commencer par madame. À toi. Bonjour. Rien qu'à toi. Pardon, bonjour. Bonjour. J'ai 2 garçons qui sont judokas depuis qu'ils ont l'âge de 4 ans. Et c'est vrai que pour le grand qui commence à faire des compétitions départementales, interdépartementales, il y a le stress. Et effectivement, la gestion du stress et des bobos aussi, des blessures qu'on peut rentrer en compétition. Là, il s'est fait une entorse il n'y a pas longtemps. Et du coup, voilà, comment vous arrivez à gérer cette pression et de se remettre aussi des blessures plus ou moins? Alors les blessures, mon grand, ça fait partie de l'entraînement, hein, ça il faut le savoir. Et ça va faire de plus en plus partie de ta vie parce que le judo, c'est un des 3 sports les plus traumatisants. J'espère que je te fais pas peur, mais bon, voilà. Les entorses, c'est le judo, c'est comme ça. Mais tu dois pas stresser à ton âge, tu auras le temps. Pour l'instant, c'est dès que tu vois ton adversaire, il faut que tu aies envie de le manger. Il faut que tu te dises, je vais le faire tomber, je vais le battre, c'est tout. Le stress, laisse-le de côté. Si tu te mets du stress dès maintenant, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Tu as le temps. L'international, c'est après. C'est vrai qu'on m'a dit que l'appétit, c'était quelque chose qui manger l'adversaire, c'était quelque chose qui était un vrai problème d'ailleurs. C'est imagé. Hein. Ouais, c'est imagé. Ne le mords pas. Mais et par rapport à la gestion du poids, l'appétit être gourmand, c'est un problème? Oui. Pour- Oui. Pourtant, c'est toute catégorie, donc Non, parce théoriquement, que- il n'y a pas tellement de problème de poids. Oui, mais moi, mon point fort, c'est ma rapidité. C'est le dynamisme que j'ai sur les jambes. Moi, ma tonicité, c'est important. Et si je suis trop lourd, c'est difficile d'aller mettre des beaux hippons. Maintenant, ouais, l'alimentation, c'est difficile. Il y a tellement de bonnes choses sur cette terre. Moi, pendant les 1 an que j'ai arrêté, j'ai pris 30 kilos. Aujourd'hui, il m'en reste plus que 14 à perdre. Bravo. Si vous avez une nouvelle recette, n'hésitez pas. Il y avait une deuxième question sur la droite. Oui, bonjour Teddy. J'avais une question, c'était concernant la préparation de tes événements et en particulier de tes entraînements, entraînements et compétitions. En particulier, qu'est-ce que tu attends de tes coachs et de ton environnement familial pour t'accompagner dans ces moments-là? Ben, moi, mes enfants, ma petite famille à moi, lorsque je suis en compétition, voilà, ils savent, lorsque je suis en préparation déjà, ils savent que je vais être moins disponible, que papa il va s'entraîner 3 fois par jour et que quand il termine l'entraînement, c'est manger et dodo. Donc je suis pas très, très réceptif, mais voilà, je les appelle quand même, je leur envoie des photos et puis quand ils veulent et quand ils peuvent, parce que maintenant j'ai un petit qui est quand même rentré à l'école, ils viennent sur les stages pour regarder et puis pour découvrir à chaque fois soit le pays où je suis, la ville où je suis ou bien l'environnement à côté. Après, ce que j'attends de mes entraîneurs, c'est juste d'être là quand c'est difficile, me relancer. Bien qu'ils n'ont pas besoin de le faire, mais on ne sait jamais. Un jour, voilà, plus je vieillis, plus ça va être dur. Donc du coup, voilà, les entraîneurs ils sont là pour me booster, pour m'écouter, pour me donner les bonnes informations au bon moment, surtout le jour de la compétition. Tu as besoin qu'éventuellement il te challenge un peu, qu'il soit un peu. Je me challenge tout seul. Ou, non mais il pourrait être dans un. Est-ce que c'est dans un rapport d'autorité ou est-ce que tu es dans un rapport Non, j'ai jamais d'amitié été. Amitié. Totale, confiance totale? Confiance totale, puisque de toute façon, c'est le même entraîneur depuis mes 14 ans. Alors que quand je regarde mes camarades d'équipe de France que j'ai connus, parce que maintenant ça fait un petit moment que je suis là, il y en a qui ont eu 5 ou 6 entraîneurs, alors que moi j'ai toujours le même. Donc vraiment ça marche bien entre nous et je compte bien finir avec lui.
Merci. Bonjour Teddy. Sans rentrer dans ta programmation, est-ce que tu peux nous parler des autres sports que tu pratiques? On parle beaucoup de transversalité, donc j'entendais que tu courais. Moi qui suis entraîneur de natation, j'aimerais beaucoup te voir dans l'eau, voir ce que ça donnerait. Quels sont les autres sports que tu pratiques? Alors, je fais 2 fois par semaine, je cours. Ça, c'est en plus de mon entraînement. C'est parce que j'ai toujours couru. Ça m'a toujours fait du bien et je me suis toujours senti bien à courir, même pour la condition physique. À côté de ça, ça m'arrive de faire de la natation. Mais c'est pas la natation comme vous pensez où je barbote dans l'eau. C'est une professionnelle qui me fait des cardio dans l'eau. Je peux vous dire que ça fait mal. Je crois vers la fin de l'entraînement ou à la moitié, la piscine elle est déjà moins remplie. Parce que j'ai pratiquement tout bu. Et ensuite, ça m'arrive de faire des entraînements de boxe. Parce que pour les déplacements et la cardio, c'est extrêmement bon. Et à côté de ça, forcément, il y a tout le travail de marche avec mon préparateur physique, les côtes, toutes les gammes athlétiques et tout ce qui se fait, on va dire, dans une salle de musculation. Voilà. Merci. Ouais. Ah. Quelle est votre prise préférée au judo? Ma prise préférée, alors au début, c'était Arigoshi. Et puis à partir de 2010, ça a été, bien évidemment, après cette défaite, ça a été Uchimata. Voilà. Il ne fera pas de démonstration exceptionnellement. Surtout avec moi. Là, ici. Là, ici, là. C'est bon. Bonjour Teddy, merci pour cet échange. Tu as dit au début de la conférence que tu avais testé le karaté et que tu n'avais pas aimé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi? Est-ce que le fait que... Tu fais du karaté, toi? Oui, effectivement. Et est-ce que le fait que le karaté n'est pas au programme olympique a influé dans ton choix au final? Non, du tout. Alors, non, j'étais trop petit à l'époque, j'avais 5 ans. En fait, c'est juste, tout simplement, et je suis marqué encore jusqu'à aujourd'hui, le maître, quand j'étais dans la salle, il avait un bâton. Et ça m'a fait flipper. Je regardais ma mère, j'ai dit non. Et du coup, ouais, c'est juste pour ça. Mais sinon, j'ai des amis que j'ai côtoyés à l'INSEP qui étaient karatéka. Et Mawashi, Guérit, Azé, je connais. J'adore. J'en fais de temps en temps avec eux. Et, non, c'est un sport que je respecte énormément. Et d'ailleurs, j'étais très content lorsque j'ai appris qu'il passait olympique en 2020. Et crois-moi que si j'étais dans le Kojo, il ne serait pas sorti en 2024. Voilà. Bonjour Teddy. Là, ici. Ah, ça y est, je vous vois. Là? Non, là, en face. Là. Là. Mais ils lèvent tous la main. Bon, bref, tu es là. Là, je suis là. Ok, c'est bon, je te vois. Je voudrais savoir si pour un judoka de province, parce que vous êtes de région parisienne, et donc, à mon sens, quand on est de la région parisienne, on peut faire du sport et du sport de haut niveau plus facilement. Est-ce qu'un judoka de province est dans l'obligation d'accéder à l'INSEP pour aspirer à être sportif de haut niveau ou pas? Oui. Oui, pourquoi? Tout simplement parce que l'INSEP, en fait, l'INSEP, c'est là où, en général, toutes les équipes de France olympiques s'entraînent. Mais simplement, pour certaines fédérations comme le judo, c'est le haut du sommet. C'est là où il y a les équipes de France. C'est là où il y a la fédération. C'est là où tout se passe. Donc, si votre jeune, ou vous êtes là-bas, c'est que vous avez été détecté. Si vous restez ici, ou si même vous êtes détecté mais vous entraînez ici, c'est pas possible. J'ai envie de vous dire, c'est une fédération très fermée. Donc, en fait, il faut suivre ou mourir. Voilà. J'espère avoir répondu au mieux. On va prendre une dernière question. Allez, une jeune fille. Oh, bah oui, je vais faire que des frustrés. Bonjour Teddy. Oui, Ici, bonjour. En haut, tout en haut. Ah, c'est bon, je vous vois. Et bonjour à tous. Je voulais juste savoir, vous avez une préparation physique optimale, j'en doute pas, mais au niveau de la préparation mentale, je voulais savoir dans quel état d'esprit vous vous mettiez pour gagner, et si vous aviez des petites clés à nous partager. En fait, j'ai pas un préparateur mental. Moi, j'ai 2 façons de me préparer et de préparer mon cerveau et mon mental pour la compétition. Tous les jours à l'entraînement,
en repoussant mes limites. Quand c'est difficile, c'est un combat avec moi-même, parce que lorsque tu viens de terminer un exercice cardio où tu sens plus ton corps, et que ton préparateur physique, tu dis on reprend dans 30 secondes, tu te dis mais comment je vais faire? Ça, c'est un travail déjà mental. Ensuite, à côté, depuis mes 14 ans, moi je travaille avec Myriam Salmi, c'est ma psychologue qui était à l'INSEP et aujourd'hui qui a son cabinet sur Paris. Et là, on travaille tous les aspects, on va dire, de la tête et du cerveau, pour que je sois au mieux lorsque j'arrive sur une compétition, mais aussi lorsque j'avais 14-15 ans, comment on fait pour gérer tout ce qui vous arrive dans votre vie. On vous dit vous êtes le futur David Douillet, vous êtes le futur champion, en face vous avez des adversaires qui ont 10, 15, 20 ans de plus que vous, qui veulent que une chose, vous faire mal, parce qu'on leur dit que vous allez prendre leur place. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça que j'ai bossé très tôt, et aujourd'hui, encore aujourd'hui, je bosse avec cette psychologue parce que la notoriété, tout ce qui m'arrive, père de famille, les à côté, c'est des choses qui se gèrent et qui se travaillent au quotidien. Le cerveau se travaille. Et voilà, c'est ma façon à moi de le travailler. Merci beaucoup. Merci. Plus de questions Il y en a plein. Pour clore cet entretien, on pourrait y passer toute l'après-midi. C'est vrai? Ah bah si Teddy vous donne le feu vert, je suis obligé de dire oui. Hein. Je me retrouve à faire le gendarme. Bonjour Teddy. Alors, Après. Alors j'ai 10 ans, je fais du judo, je suis ceinture orange et en ce moment ils nous font beaucoup de jujitsu et c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que tu me donnes comme conseil? Change de club. Excusez-moi, je viens de voir deux personnes qui m'ont connu. Venez. Je vais vous présenter Guitou et Bruno, venez. Guitou, alors l'homme aux cheveux gris, ça a été la personne qui m'a détecté. Alors, je vais faire par étapes. Guitou, si aujourd'hui je suis devenu champion, c'est grâce à ce monsieur. C'est lui qui est allé voir, je sais, peut-être vous connaissez Stéphane Traîneau? Oui. C'est lui qui est allé voir Stéphane Traîneau, il a dit j'ai une pépite, regarde-le, il faut le faire rentrer à l'INSEP, voilà. Et Bruno, c'est quelqu'un qui m'a eu petit au PSG. Je lui donnerai pas le micro parce qu'il dira que j'étais turbulent, que j'écoutais rien. Voilà. Merci. Et donc le jujutsu de la jeune fille? Oui, non, alors, plus sérieusement, peut-être que tes professeurs veulent te faire bosser une autre façon, une autre amenée judo. Le jujutsu, c'est complémentaire du judo. Après, il faut savoir qu'il y a pas mal de choses du jujutsu qui ne sont pas autorisées dans le judo. Donc, il faut faire attention lorsque tu vas revenir dans le judo. Mais bon, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de mauvais professeurs, c'est juste une autre façon de faire. Donc voilà, prends du plaisir comme tu peux avec ce jujutsu. Puis si vraiment ça reste du jiu-jitsu, bah change de club. Hein. Reviens au judo. Teddy, pour conclure, peut-être, puisque tu étais ici comme ambassadeur du sport, comme école de la vie, peut-être un dernier message sur ce thème sport-école de la vie, peut-être pour conclure cette belle assemblée. Voilà, je vous ai dit un petit peu mon ressenti par rapport à ça, ce que le sport m'a apporté dans ma vie de tous les jours et ce qu'il m'apporte encore aujourd'hui. Voilà, le sport, c'est pas que pour les sportifs de haut niveau, c'est pour tout le monde. Le sport, c'est la santé, le sport, c'est le bien-être, le sport, c'est l'éducation, c'est la réinsertion par le sport. Ça va, voilà, si vous en faites pas, faites-en. Ça va vous faire du bien. Même quand vous faites des études, je pense que c'est complémentaire. Quand vous bûchez sur des révisions... Continue, Teddy, continue. Parce que le directeur des sports que j'ai été pendant 15 ans, face au président d'université qui est juste devant moi, avec qui nous avons déjeuné, qui a martelé ce discours sur le sport, la nécessité d'installer le sport dans les cursus, pour les étudiants, pour tous, tout le temps. Sport santé, pour bien-être, pour... Qu'est-ce que tu me fais un plaisir immense, Teddy. Je te remercie d'être venu pour ça. C'est tellement vrai. Alors, nous allons conclure en faisant... D'abord, plus que ce petit applaudissement, je voudrais d'abord un immense merci pour Teddy, une ovation pour lui. Plus fort. Un immense. Oui, vous pouvez vous lever.
Immense respect pour Monsieur Teddy Riner. Énorme. Il le mérite. Bravo, bravo Teddy.